Bienvenue dans le chapitre 6 de la modélisation des users. Jusqu'à présent, on a vu comment faire des petites pages statiques en créant un peu de liens, en utilisant un peu de RB, en utilisant vite fait les contrôleurs. Et là, du coup, on va commencer à vraiment rentrer dans la base de données et créer notre modélisation de user. Alors, pour les prochains chapitres, en fait, on va modéliser vraiment le système de session, de login, de logout. Là où ça devient très intéressant, c'est que ce chapitre, on va juste modéliser l'utilisateur, donc comment créer un mot de passe, comment lui dire pour les adresses email quand il va se login avec des adresses email, il faut que ce soit une adresse email qui ressemble à quelque chose. Et dans le chapitre d'après, on va aller un peu plus en détail dans le CRUD et on va voir comment faire les formulaires pour que du coup les utilisateurs puissent enfin s'inscrire dans la base de données. Là pour le moment en fait ça va rester abstrait, on va juste voir comment créer un utilisateur et on va rentrer dans Active Records et on va les créer un peu en dur dans la base de données. On va juste en fait modéliser les utilisateurs. Alors il y a un truc à savoir, c'est que quand on modélise des utilisateurs, il y a un truc super simple qui s'appelle Devise notamment, c'est une gemme qui est excellente et qui permet d'utiliser en fait tout le système de session, de login, de mot de passe, c'est vraiment très bien fait et en général c'est conseillé, même c'est plus que recommandé, c'est indispensable d'utiliser des gemmes comme Devise pour modéliser ces utilisateurs. Cependant, nous on va faire à la main ce que Devise fait pour nous, afin de voir un peu ce qui se cache sous le capot. Comment un mot de passe marche pour un site internet, comment une session marche, comment les cookies marchent. C'est très très intéressant et du coup ça donne une bonne introduction. Après évidemment on utilisera Devise et ce sera plus simple. Allez, on commence. On rentre dans la partie modèle de notre site internet. Évidemment, on va commencer par un petit git checkout -b pour créer une branche et on va l'appeler modeling users. Hop, nickel, switch to a branch. Comment faire nos users? Alors, nos users, en fait, ils vont avoir deux paramètres plutôt simples. Au début, en fait, en fin de chapitre, ils auront plus de paramètres, mais là, en fait, c'est juste pour vous montrer comment ça marche une migration, comment on crée un utilisateur. Et en fait, du coup, là, on va faire un truc simple. Il aura un nom et un email. Voilà. Évidemment, l'ID qui est la primary key, qui est la façon de le distinguer. Du coup, on va créer l'utilisateur en rentrant la commande Rails generate model. Voilà, on crée notre modèle. Notre modèle, c'est user, sans S. Name, c'est un string, évidemment. Et email, c'est un string. Oh, attention. Et voilà, ça crée notre modèle. Et en créant notre modèle d'utilisateur, Rails a créé automatiquement ce qu'on appelle une migration. Alors, qu'est-ce qu'une migration? Le truc qu'il faut savoir, c'est que notre base de données, c'est des grands tableaux Excel. Et pour rajouter une colonne dans le tableau Excel, il faut dire rajoute une colonne. Ça s'appelle une migration ou créer un nouveau tableau Excel. Et là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une migration. Alors ça c'est le timestamps, donc 2017 07 25, c'est la date. Donc classe create user, donc ça fait partie de Active Records migration et c'est la classe create user, donc ça crée un utilisateur, def change, create table users do, t.string name, t.string email. Donc en fait ce qu'on est en train de dire, fais un changement dans la table user et du coup ça a créé une table user avec t.string, du coup, une colonne qui a le nom name et qui a un string comme valeur, une colonne qui a le nom email et qui a un string comme valeur, et enfin t.timestamp. Alors timestamp c'est created at et updated at. Donc comme ça, du coup, on peut savoir quand est-ce qu'on a créé l'utilisateur et quand est-ce qu'on l'a updaté. Automatiquement, ça crée une colonne qui s'occupe de la primary key, donc qui est l'ID de l'utilisateur. Et donc voilà, dès qu'on a besoin d'ajouter une colonne, d'enlever une colonne, on fait du coup ce qu'on appelle une migration, ou d'ajouter un user, enfin un modèle. Donc voilà.
Et dès qu'on génère un modèle d'utilisateur, un nouveau, ça crée automatiquement une migration. Parce que il faut rentrer, il faut dire à Rails, bonjour, créer une nouvelle table, un nouveau classeur Excel qui contient la table user. Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une migration et que maintenant, il faut la faire, cette migration. Et pour ça, il y a une commande qui est très bien, qui s'appelle railsdb migrate. Et du coup, ça va créer, pour de vrai, ma colonne user. Cool, on vient de faire la migration. Alors, il y a une commande qui est très pratique, on s'en sert. Alors, mince, d'abord, on peut voir qu'il y a un fichier qui s'appelle chez-moi.rb. Et en fait, chez-moi.rb, c'est assez cool parce qu'il dit l'état actuel de tes tables. Donc là, on peut voir create table user. Donc il y a une table user avec un name, un email et datetime et created at, updated at qui sont les timestamps qu'on a fait. On va avoir une commande qui s'appelle si jamais tu foires dans ta migration, tu peux faire revenir en arrière. C'est assez pratique. Donc voilà, railsdb rollback. On revient en arrière. Ça casse tout. Et voilà, je viens de drop ma table. Et en fait, du coup, si je vais dans schema.rb, ça a effacé la table user parce qu'elle n'existe plus. Je suis revenu en arrière. Il y a toujours la migration qui est là. Mais du coup, c'est comme si elle n'était pas faite. Donc là, pour la remettre, je vais faire une migration, donc railsdb migrate. Donc voilà, rollback c'est assez pratique pour revenir en arrière si jamais tu foires quelque part. Et du coup, si on revient au schéma, on revoit la table user. Maintenant qu'on a fait cette migration, on peut fermer ça, hop, et on peut aller voir du coup dans App, enfin, le dossier modèle, où on peut voir nos users. Donc on a créé un modèle de user, c'est dans la base, donc voilà, il y a user qui dépend de application record. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans la console et jouer un peu avec nos utilisateurs. On a vu précédemment comment la console marchait, donc tu appuies sur Entrée et voilà, tu lances la console. C'est un IRB mais qui marche pour les users. Donc on peut faire par exemple user.all, il n'y a pas de user, c'est normal. user.new et ça crée un user. Donc voilà, des commandes qui sont assez pratiques. Tu peux faire par exemple user, hop là. Ouais, tu peux faire une commande qui c'est comme ça, tu crées un user, tu l'appelles une variable user et tu fais .new, name fef, email fef@fef.fef. Et du coup, ça a créé un user. Donc il n'y a pas d'ID pour le moment et il n'y a pas de created at et updated at. Parce qu'en fait, on a fait user.new et pour sauvegarder le user, il faut faire user.save. Hop, et du coup, je l'ai rentré dans la base de données. Il y a un truc assez intéressant, c'est que si je mets user.valide, il me dit que c'est true, ce qui est plutôt bien. Mais si je fais un user égale user.name fef et je mets en name rien et en email, je mets pas une fausse adresse, je dis un truc genre comme ça. Si je dis user.valide, il me dit true, ce qui est pas optimal. Et du coup, on va voir dans ce chapitre progressivement comment dire au user, il faut que tu mettes quelque chose obligatoirement dans le nom et il faut que tu mettes un email qui ressemble à quelque chose. Et voilà, il y a plein de commandes. On peut faire, pour aller rapidement on peut faire user.email et ça affiche l'email de l'utilisateur. On peut faire user, donc class user.all et ça affiche tous les users. Et là, par exemple, je peux créer un nouveau utilisateur. Je fais, comment je vais l'appeler, Bob égale user.create another, machin, another example.org. Et du coup, ça crée l'utilisateur. Et si je fais class user.all, du coup, ça m'affiche tous les users. Et enfin, une dernière commande qui est plutôt pratique, je peux faire user.findby et là je mets email. Donc si je mets fef@fef.fef, il va me trouver que c'est le user 1 qui a l'email fef@fef.fef. En fait, c'est assez pratique parce que des fois tu as envie de chercher des users soit par l'email, soit par le name, soit par l'ID. Et du coup, cette commande permet de trouver les users. Bon bref, ça c'est juste les commandes de la console de Rails. Jonathan de Graphic Arts a fait une très bonne vidéo aussi qui explique la Rails, la console. Bon, il n'y a pas besoin de rester des années dessus, on y reviendra de toute façon, c'est un truc assez intuitif, ça fait du Ruby.
Et on va partir de la console de Rails. Donc il faut faire quit et on est parti. Donc comme j'ai dit précédemment, un user qui n'avait pas un email foireux ou pas de nom était valide. Donc là, du coup, notre job, c'est de faire en sorte que ce type de user ne soit pas valide. Alors on va commencer avec une approche qui est plutôt TDD, donc Test Driven Development, parce que en fait l'outil TDD est extrêmement puissant pour valider des modèles. Parce que lui, il crée à la volée, il voit, il teste et il dit ok, oui, non, en avant. Alors, on va créer un modèle, un test pour nos modèles. Test modèle et du coup, user test, qui est là. Voilà, j'ai le fichier test. Alors, je vais pas trop non plus me prendre la tête pour les tests. Je vais le copier-coller comme ça sera plus simple et je pourrai vous expliquer ce que ça fait. Hop, usertest.rb. Hop, 1. Voilà. Du coup, je fais la fonction setup qui se fait à chaque fois, qui se lance à chaque fois qu'on fait les tests, et on crée un user. Donc @user égale user.new, name example user, email user@example.com. Voilà. Et le test should be valid do assert user.valid. Donc en gros, là, il est en train de dire le user qui vient de se faire créer doit être valide. Bon, c'est assez, ça coule assez de sources, mais on va faire les tests pour la forme. Et du coup, on fait Rails test et on teste nos modèles. Et il va nous dire oui, ça marche parce que le user est valide. Et là, on va faire un autre test. On va vérifier que si un user rentre un test rentre un nom qui est soit rempli d'espace, soit blanc, ça ne valide pas le user. Alors, idem, donc on va prendre, c'est ça, test should not be present. Hop. Voilà. Et en gros, là, ça dit à user.name, donc on fait le nom de l'utilisateur qui égale un gros blanc, et du coup, ça doit dire le user ne devrait pas être valide. Donc on va faire le test, et évidemment, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, le test va rater parce que le modèle va comprendre, enfin, pour lui, ça marche, c'est un nom valide d'utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer dans le modèle de l'utilisateur, et on va dire mec, il faut que les noms des utilisateurs ils ressemblent à quelque chose. Donc en fait, c'est une commande qui s'appelle, donc ça validates, hop, validates name et present true. Et donc là, ça veut dire, il faut que tu aies un nom et que, qui ressemble à, enfin, qui est là et qui ne soit pas entièrement blanc. Hop, present true, ouais, c'est bon, hop, et je fais les tests, et là, il va me dire, c'est bon, ça marche, parce que, du coup, l'ordinateur ne marche, enfin, si quelqu'un veut s'enregistrer avec un nom qui est vide ou qui est plein d'espace, ça va m'en renvoyer, ce n'est pas valide. Pour la forme, on va tester ça dans la console. Hop, je crois que j'ai une commande pour la console, j'ai un alias qui s'appelle RC pour la console. C'est plus pratique. Je te conseille de faire des alias d'ailleurs sur ce genre de truc parce que c'est beaucoup plus simple. Bon bref. Et du coup, j'ai créé un user qui s'appelle avec un nom qui est foireux. Hop, et j'ai l'appelé Jean égale user.new name machin. Et du coup, si je fais Jean. Ouais, valide, point d'interrogation, il va me dire c'est false, parce que du coup, le nom ne doit pas être blanc. Et du coup, un truc assez marrant, c'est qu'on peut checker les erreurs. Si je fais jean.errors.fullMessages, il me dit name can be blank. Donc c'est l'erreur en fait qui va renvoyer quand on n'aura pas le... quand on va essayer de s'enregistrer. Et si j'essaie d'enregistrer mon utilisateur, donc si je fais zan.save, il va me dire bah non mec, désolé, ça marche pas. Parce que du coup, c'est pas valide. Maintenant, on va faire ça pour les emails. Du coup, on va renvoyer on va faire pareil, un petit test. Hop, user test. Et du coup, je vais faire exactement la même chose, mais pour les emails. Voilà, donc email should be present at user.email égale plein d'espace et assert node user.valide. Donc là, si je fais les tests, évidemment, ça va pas marcher, mais ce que je vais faire, du coup, je fais exactement la même chose pour les emails. Je mets validates email present true. Et voilà. Et là, si je fais mes tests, hop, file test modèle, du coup, ça va marcher.
Et maintenant, on va faire la même chose pour la longueur des noms et des emails. On n'a pas envie que nos utilisateurs balancent un nom qui fasse 10 000 caractères et qui fasse planter notre ordinateur. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, faut pas que ce soit trop long. Pour les noms, on va dire 50 caractères, et pour les emails, on va dire, faut pas que ça fasse plus de 255, parce que 256, c'est la plupart des adresses email sont en 256. Donc on va faire les tests, bien entendu. Hop. On va dire, faut pas que les emails soient trop longs. Enfin, là du coup, c'est name should not be too long, et on va dire, si ça fait plus de 50 caractères, ça doit renvoyer un message d'erreur. Et on va faire la même chose pour les emails. Donc email, mince, should not be too long, et on va faire du coup, si ça fait 200 A fois 244 plus @example.com, parce qu'on va faire du regex pour faire marcher les emails, et du coup, faut rajouter un truc, example.com, parce que c'est une adresse valide. Donc voilà, et là, ça devrait ne pas marcher. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en base de données, on va rentrer dans le modèle utilisateur, on doit dire ça doit faire un maximum de tant de caractères. Alors pour ceci, ce qu'il faut, c'est juste après present true, tu mets virgule et tu mets length, hop, hop, mince, alt, voilà, maximum 50. Voilà, et là c'est exactement la même chose. Length, attention. Voilà, maximum 255. Du coup, on va faire tourner nos tests qui devraient marcher, bien entendu. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de valider le format de l'adresse email. Pour ça, du coup, on va faire un test. On va tester plusieurs adresses email qui sont valides, et on va tester plusieurs adresses email qui sont invalides, genre des faux noms qui mettent un point virgule à la place d'un point ou des trucs comme ça. Et du coup, ce qu'on va faire, en fait, ça va être simple. On va faire un regex pour valider une adresse email. Alors, du coup, les tests, ils sont ici. Hop, c'est plus simple comme ceci. Usertest.rb, test. Hop. Et donc là, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une array d'adresses email qui sont valides. Et pour chaque élément de l'array, on va essayer de vérifier qu'elle soit valide. Voilà. Et on va faire exactement la même chose pour des adresses invalides. Idem, il y a un truc à copier-coller. Je ne vais pas m'ennuyer à tout taper. Hop, et voilà. Et là, du coup, ce qu'on fait, on prend des faux noms example.com, user@foo.org au lieu de arrobase, foo.org, et ça dit, ça ne devrait pas être valide. Alors là, si je fais les tests, évidemment, ça n'a pas marché. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de mettre le regex pour les emails. Alors, on a déjà fait un peu de regex, donc on sait refaire. Je vais pas repasser dessus. Il montre Rubular, qui est très très bien. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller. Du coup, le regex valide, c'est ça. Et en fait, ce qu'on va faire, on va dire que les users. Hop, alors attention. Voilà, et du coup, donc voici le regex.email, donc voilà, et du coup, pour valider un email, il faut que la present soit true, que la length fasse maximum 255 caractères, et que le format soit inclus dans le regex de l'email. Voilà, et là, si je fais mes tests, il va me dire que tout va bien. Maintenant, on va s'occuper de vérifier que les utilisateurs utilisent une adresse email qui est unique. S'il y a deux utilisateurs qui viennent avec de l'adresse felix@hotmail.com, il ne devrait pas être différent, il devrait être le même. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que les utilisateurs, enfin un gars qui a eu la même adresse email ne peut pas le faire pour plusieurs utilisateurs. Alors, il y a un test pour ça. Voilà, email adresse should be unique. Et en gros, ce test, il dit, il duplique l'utilisateur, et il dit, si tu essaies de sauvegarder cet utilisateur, donc qui s'appelle example user et qui a user.example.com, il ne devrait pas être valide. Voilà.
Alors là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à l'utilisateur, il faut qu'il soit unique. Hop, et là, tu mets uniqueness true. Et là, tu dis, bah, l'utilisateur doit être unique. Donc là, si je fais mes tests, ça va marcher. Et ce qui est aussi un truc assez important, c'est qu'un petit malin peut se dire hey, je fais une adresse email, et en fait, pour lui, pour un ordinateur, un truc en majuscule ou un truc en pas majuscule, c'est deux choses différentes. Et alors que pour une adresse email, si je mets felix@hotmail.com et je fais un F majuscule ou un E majuscule quelque part, en fait, mon ordinateur il va considérer que c'est deux choses différentes, et évidemment, pour une adresse email, c'est exactement la même chose. Donc, ce que je dois faire, c'est que je vais rajouter un test, une ligne sur le test pour dire attention, l'adresse email, on va la faire dupliquer, on va essayer de la mettre upcase, et quand tu sauvegardes, ça ne marche pas. Et du coup, pour sauvegarder ça, dans l'uniqueness true, je dois dire que ce n'est pas case sensitive. Donc je mets case sensitive, deux points, et je mets false. Voilà. Et là, si je fais mes tests, il va me dire tout va bien, enfin, il n'y a pas de problème de casse pour mes tests. Et ça foire. Parce que j'ai uniqueness true, j'ai pas mis, hop, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Case sensitive, false. Voilà. Donc ça devrait être unique, mais avec sauf pour la casse. Alors il y a juste un petit problème, c'est que en fait un email qui est unique chez Active Records n'est pas forcément unique au niveau database. Par exemple, si Alice s'enregistre sur mon application avec une adresse email et elle appuie sans faire exprès deux fois sur le bouton Submit, et si le site a beaucoup de trafic, bah, du coup le site peut recevoir deux requêtes d'un coup et valider les deux d'un coup, ce qui n'est pas forcément oufissime. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que la table, la colonne index de mes users soit unique au niveau database. Donc ce qu'on va faire, on va faire une migration. Donc Rails G migration, et on va l'appeler add index to users email. Voilà, et donc ça ajoute un index aux users des emails. On va voir notre belle migration. Hop, c'est la deuxième. Et du coup, on va rajouter l'index. Donc on fait add index, donc on rajoute un index à la table users. On prend la colonne email et on lui dit email, il faut que tu sois unique. Unique, true. Et on sauvegarde et on fait la migration. Rails db migrate. Et du coup, ça fait la migration. Alors là, les tests, ils vont foirer parce que en faisant cette migration, ça rajoutait une fixture sur les users, et malheureusement, pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc on y reviendra de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais du coup, là, ce qu'il faut, c'est effacer ça. Voilà. Hop là, tout est effacé, c'est génial. Et là, du coup, si je fais mes tests, ça devrait marcher. Hop, et je vais faire les tests entiers de mon application. Alors, il y a un truc à faire assez important, c'est quand on fait les users, en fait, si on a des emails où le mec, quand il s'enregistre, son email, il est avec des lowercase, des lowercase et des upcase, s'il y a une case qui est assez différente, en fait, nous, ça va être très, très difficile de retrouver ça dans la base. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avant que le mec sauvegarde son email, on va lui dire, on va faire un before save, et on dit, avant de sauvegarder, mec, les emails qu'on va sauvegarder, faut que tu les mettes, dans le case, parce que sinon ça va être le gros bordel. Donc on fait self.email égale email.downCase. Voilà. Et du coup, ça permet d'éviter qu'il y ait plein de... que tous les emails soient standardisés en downcase. Maintenant,
pour que les utilisateurs puissent login en toute sécurité, il faut leur donner évidemment un mot de passe. Et ça va servir un peu de petit cours de comment les mots de passe ça marche. En fait, ce qu'on va faire nous, c'est dans notre modèle utilisateur, donc il a ID, name, et en fait il a un hash de mot de passe. On va pas stocker les mots de passe en clair, parce que si jamais on se fait hacker, c'est le bordel, et du coup tous les gens ils ont leur mot de passe. Donc ce qu'on fait en fait, il y a un truc qui s'appelle le hash. Le hash, qu'est-ce que ça fait? Ça prend un string, et ça le convertit en une suite de, je sais pas, 30 caractères hexadécimaux. Et en fait, il est très facile d'aller du mot de passe en clair au mot de passe converti, donc le hash, mais il est en théorie impossible d'aller du hash au mot de passe au clair. Donc en fait, nous, on va stocker le password digest sur notre ordinateur, sur notre base de données, et en fait quand un mec va se login, on va comparer le mot de passe qui est converti avec notre mot de passe qui est converti. Et donc du coup, à aucun moment, on va stocker le mot de passe en clair. Alors on va y revenir quand on va faire les sessions et on va voir un peu comment on va stocker ça. Mais en gros, ce qui est bien, c'est que nous, on a juste besoin d'utiliser la gemme qui s'appelle bcrypt et de faire ça. Alors il faut faire une migration, du coup ajouter le mot de passe dans la migration et de faire en sorte que, donc ça s'appelle le password digest, et de faire en sorte que c'est un string. Donc on va faire une migration, hop, ça ajoute ceci, et du coup, si on va dans nos migrations, on a un nouveau truc, add column, user, password digest, string, et c'est le bon, donc on a juste à faire la migration. Rails db migrate, attention, pas trop faire de faute, voilà, donc je fais la migration. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le modèle d'utilisateur qui s'appelle une fonction qui s'appelle hasSecurePassword. Alors le truc, c'est que cette fonction, elle ne marche que si j'ai une gemme qui s'appelle bcrypt. Du coup, ce que je vais faire, je vais ajouter cette gemme. Alors c'est cette gemme, voilà, bcrypt et version 3.1.11. Donc je vais dans mon gemfile et j'ajoute bcrypt. Génial. Et du coup, une fois que j'ai ça, je fais un bundle install pour mettre à jour mon bundle. Installer bcrypt. Et maintenant, je peux aller dans mon modèle de user et je mets mon user. Attention, il a has secure secure password. Voilà. Et voilà, c'est la fonction qui dit voilà, je stocke les mots de passe et du coup ils sont cryptés avec la gemme bcrypt. Alors, hasSecurePassword, ça impose le password dans la création d'un compte et en plus ça veut un password et un password confirmation. Donc si je fais mes tests, ils vont foirer parce que du coup mes users ils vont dire est-ce que tu es valide, ils vont croire que oui, mais le problème c'est que là ce user il n'est pas valide, il faut lui dire non, mon user il a un mot de passe et le mot de passe ça va être password. Donc du coup ce que je vais faire, je vais rajouter une case là. J'ai créé mon user et je vais lui dire password foobar. Hop. Password. Donc il a un password qui s'appelle foobar et ça s'appelle password confirmation. Password underscore confirmation égale foobar. Voilà. Je vire évidemment cette parenthèse, je la remplace par une virgule. Je ferme la parenthèse ici, voilà. Et là, du coup, si je fais mes tests, ils vont marcher. Test. Maintenant, on va faire en sorte que nos passwords ils soient un peu plus sécures, qui peuvent pas être blanks et qui peuvent pas être, qu'ils ont un minimum de longueur. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des tests. Alors, les tests, on peut les retrouver ici, voilà, should be present. Hop, et dans tous mes tests, bonjour. Voilà. Et donc du coup, ce que je dis, c'est je fais un password qui s'appelle espace x6, ça devrait pas être valide. Et là, je fais un password qui s'appelle a x 5, ça devrait pas être valide. Parce qu'il y en a un qui est rempli d'espace et c'est bidon, et un autre qui est pas assez long et donc c'est bidon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre modèle de user pour faire en sorte que ça marche. Alors on va reprendre exactement, évidemment, la même chose que ça.
hop, c'est la même chose. Et du coup, on change par password, validate password. La présence devrait être true et la length, du coup, c'est un minimum de 6. Voilà. Et là, du coup, si je fais mes tests, ça devrait marcher. Et enfin, dernier exercice qu'on va faire avant de clore ce chapitre, c'est qu'on va créer un utilisateur en base et du coup, ce sera très pratique pour justement itérer dessus. Donc, on va se mettre dans la console, Rails console, et on va créer un utilisateur. Alors, le plus simple, c'est de reprendre l'utilisateur que Michael Hartle fait semblant de créer, ce qui est très bien. Hop, user.create, user.create, et là, il me demande quelle est la suite, et je lui dis la suite, c'est ça. Hop, et voilà, ça a créé un utilisateur en base de données. Donc on peut s'amuser, par exemple, notamment à gérer l'utilisateur. Donc on fait, comment il s'appelle, Mike égale user. Donc c'est le last, on le sauvegarde dans une variable, c'est plus pratique. Donc Michael Hartle. Et là, on peut faire, par exemple, et là, du coup, on voit qu'on a stocké en base ce qu'on appelle le password digest. Donc si je fais mike.password, il va me dire ça n'existe pas, parce que bah, c'est une colonne qui n'existe pas. Par contre, ce qu'on a géré dans notre base de données, c'est le password digest, qui est en fait, du coup, le hash converti on avait quoi? Password foobar. On a mis foobar en password. Donc voilà. Et on peut s'amuser par exemple à faire Mike. Il y a une fonction qui s'appelle authenticate. Et du coup, on fait par exemple authenticate, et là ça demande le password. Donc là, du coup, je vais mettre en password blablabla, et il va me dire non, ça marche pas. Et quand je mets le bon password qui s'appelle foobar, il va me dire félicitations, tu es bien authentifié. Donc voilà. Et ce qui achève notre chapitre. Donc on a vu du coup comment modéliser un utilisateur, comment lui mettre des mots de passe qui sont à peu près sécures, comment lui mettre, lui dire bah tu peux pas avoir, tu es obligé d'avoir un nom qui est unique. En fait voilà, c'est en quelques lignes de code, et évidemment comment faire des tests sur ça. Donc du coup, bah, vu que c'est fini, on va faire un petit test sur notre, for the sake of it, sur notre sur notre base avant de faire le merge. Très bien. Du coup, je fais mon alias, donc GA pour git add point, et GC pour git commit, et on va l'appeler make a basic user model including password. Ok, nickel. Hop, voilà, j'ai fait mon commit. Où c'est que je me suis trompé? Non, j'ai tout cassé. Hop, on va refaire. Bravo Félix. Voilà, génial. Donc on a ça. Donc on va faire le merge, bien entendu. Donc git checkout master, git branch, et du coup on va merge qui s'appelle modeling user. Git merge modeling user. Voilà. Et du coup, j'ai poussé ça sur, bien entendu, GitHub. Et voilà. Dans le prochain chapitre, on va voir comment faire des formulaires et comment faire en sorte bah, que, du coup, c'est bien beau d'utiliser la console, mais c'est pas très intuitif pour un utilisateur. Donc du coup, bah, là, on va faire des formulaires qui va dire hey, comment tu t'appelles, quel est ton email, et puis du coup, ça va faire un simple sign-up d'utilisateur. Donc voilà, stay tuned pour le prochain chapitre.